Bonjour. Est-ce que l'on ne se moquerait pas, juste un tout petit peu, de nous? Vous allez voir, aujourd'hui, j'ai posé pas mal de questions. Et il y a une raison particulière à cela. C'est que, je vous l'ai déjà dit, si vous suivez mes vidéos, si vous avez l'habitude, que les questions ne peuvent pas être incriminées, puisque justement, ce ne sont que des questions. En fait, ce sont donc les réponses qui peuvent être incriminées, parce que là, dans ce cas-là, il s'agit bel et bien d'une affirmation. On ne peut pas juger quelqu'un sur ses questions, mais on peut juger quelqu'un sur ses réponses. Donc, eh bien, ici, moi, je vais me contenter surtout de poser des questions, il y en aura pas mal. Les réponses, ça, ce ne sera pas de mon ressort, mais je vous laisserai les formuler vous-même in petto. Un petit flashback d'abord. Et donc, voilà la question que l'on pourrait se poser en regard de la crise du coronavirus, de son arrivée, de sa gestion, de son information, de sa désinformation, de sa politisation, de sa dramatisation. D'accord, j'arrête. On ne savait pas que le virus allait arriver en Europe, ou en tout cas en Belgique. Or, on savait très bien que de nombreux Belges étaient en Chine et allaient en revenir, au même titre que d'autres ressortissants qui viendraient eux aussi chez nous. Tous n'allaient pas s'installer définitivement en Chine. Nous n'avions guère de crainte à avoir, car la probabilité que le virus atteigne nos régions était très faible. Il faudra expliquer cela à nos 10 000 morts, ou plus exactement à nos 10 990 000 survivants, ce qui donne une meilleure idée de la proportionnalité. On pourra toujours dire que nous ne pouvons pas comparer avec les dizaines de milliers de victimes de la France ou de l'Italie, par exemple, mais il faut tenir compte des étendues des territoires et des densités de population. Or, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, la Belgique a une densité de population d'environ 2,5 fois en plus par rapport à celle de la Chine. Seulement voilà, au lieu de parler d'épidémie en Chine, on aurait peut-être mieux fait de parler d'épidémie à Wuhan. Donc finalement, c'est un peu comme si, toute proportion gardée, bien entendu, nous avions eu en Belgique une épidémie à Courcelles ou à Petit-Rue-les-Bèges. En France, ce serait à Bergue, chez nos amis ch'tis. La Belgique était très bien préparée contre la pandémie. Oui, pourtant, on savait bien, à commencer par notre ministère de la Santé, tout de même composé de 9 individualités, que notre domaine sanitaire était particulièrement délabré. Manque de fonds, démotivation, surcroît de travail, manque de personnel, numerus clausus, surabondance de travail administratif, industrialisation du système de soins appliqué aux patients considérés comme des produits marchands, trou de la sécu. Est-ce que je dois vraiment continuer? Dès janvier 2020, c'est-à-dire dès le début des opérations entre guillemets, l'hydroxychloroquine, doucement, 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 on ne s'énerve pas, l'hydroxychloroquine a été classée comme substance vénéneuse. Il s'agit ici d'une affirmation conforme à la réalité et qui s'avère donc inattaquable. Je ne dis rien quant à l'hydroxychloroquine, sauf qu'elle a été classée comme substance vénéneuse. Voilà, bon. Donc, Youyou couché. C'est là aussi. Il m'envoie un mail de félicitations pour avoir atteint les 100 abonnés, et je vous en remercie d'ailleurs, et un autre en même temps pour me dire qu'ils m'ont supprimé ma dernière vidéo. Elle ne respectait pas les règles de la communauté pour usurpation d'identité. Ah bon? Ouais, il me semblait que je me présentais bel et bien sous le générique de début et de fin du serpi-officiel.be. Ça se voit à chaque début de vidéo et à la fin. C'est bien marqué, il faut savoir lire. Simplement, c'est marqué en grand AC quand même. Bon. Alors, il est vrai que j'utilisais bien un reportage de RTL Info, mais ce dernier était clairement signalé et référencé dans le descriptif, et de surcroît, je n'utilisais que la bande-son, incomplète et commentée par mes soins, donc dans le cadre de l'illustration de mes propos, ce qui est normalement acceptable en matière de droit d'auteur. Bon, soit, je ne vais pas vous pomper l'air avec ça, je vous reparlerai plus loin de l'hypoxie, pas question de vous masquer la vérité, je la défendrai jusqu'à mon dernier souffle. Le Covid-19 proviendrait, selon de nombreuses sources, d'une zoonose, il y a beaucoup de S là-dedans,
issus, encore une fois, de la chauve-souris et du pangolin, des mets pourtant localement consommés depuis des siècles par les habitants de la région. L'information selon laquelle un P4 existait à Wuhan, point de départ de la pandémie donc, n'a été signalée que très tardivement par les médias mainstream, alors que cette information avait déjà été abondamment relayée par les lanceurs d'alerte. Et faut-il rappeler ici qu'un P4 est un laboratoire d'études et d'expérimentation, on va le dire comme ça, très sécurisé, travaillant sur les agents hautement pathogènes. Tings. Ce retard dans l'information officielle proviendrait-il, donc c'est une question agrémentée d'un conditionnel, par hasard d'une volonté d'occulter ce détail? Espérait-on que nous n'en serions pas avisés? Ou bien était-on trop occupé à dramatiser la situation pour alimenter le contexte de peur? Ce sont seulement des questions que je me pose. Le coronavirus, en raison de sa zoonose initiale, serait d'origine naturelle. Tandis que Madame Alexandra Henrion-Claude, tout de même généticienne et ancienne directrice de recherche à l'INSERM, prétend qu'en raison de ses particularités structurelles spécifiques, cette hypothèse serait alors le fruit d'un hasard vraiment très remarquable. Une autre façon de dire les choses serait de dire que le virus serait probablement d'origine artificielle, mais on ne dispose pas assez de preuves pour se faire catégorique sur le sujet. Donc, on va rester prudent et on va se contenter de dire que l'on n'en sait rien, même si certains prétendent dur comme fer que le virus serait de fabrication française, à contrario de ce que prétend une Chinoise aux Américains, comme le signalait un Italien vivant en France, mais non loin de l'Allemagne, bien le bonjour de la Belgique entre la Hollande et l'Angleterre. Grosso modo, le Covid-19 se caractériserait par des symptômes très proches de ceux de la grippe, avec toutefois une virulence plus accentuée. Est-ce que cela ne serait pas là une occasion remarquable de confondre entre les deux, sinon de profiter de cette aubaine? Ça, c'est une question. C'est peut-être aussi une hypothèse, mais rien de plus. Quoique, quand même, si l'on en croit le docteur Sicard, qui dispose d'une carte de visite à rallonge pour y caser toutes ses qualifications médicales, le virus aurait déjà été présent dans nos régions vers octobre-novembre de l'année passée, où il serait passé complètement inaperçu. Bon, à l'époque, donc, il avait apparemment décidé de ne pas être virulent, ou en tout cas pas plus que la grippe. Mais entre-temps, il est devenu méchant et aigri. Aigri. Mais quelque chose me dit qu'après avoir été aigri, il va se retrouver grillé. Comment se fait-il que lors des précédentes épidémies de grippe, pourtant aussi mortelles, nos gouvernements, enfin je veux dire mortels aussi, nos gouvernements n'aient pas appliqué toutes les règles liberticides que nous avons connues? Pourquoi n'ont-ils pas alors confiné tout le pays? Pourquoi n'ont-ils pas paralysé toute l'économie? Pourquoi n'a-t-on pas imposé le port du masque, la distanciation physique, le gel hydroalcoolique, le traçage, la quarantaine, la surveillance policière, l'application d'amendes aux contrevenants? Qu'est devenue la grippe saisonnière, au fait? En quoi les vaccinations de ces dernières années ont-elles modifié quoi que ce soit à la situation actuelle? Après le confinement assez strict que nous avons connu dans certains pays, était-il opportun d'ouvrir nos frontières et de plonger les touristes dans des zones qui changeaient constamment de couleur, comme les spots d'une discothèque? N'était-ce pas prendre un énorme risque, puisque l'on ne pouvait prévoir l'évolution des choses, mais que le spectre d'une deuxième vague était sur toutes les lèvres? Est-il vrai que les rayons UV soient particulièrement nocifs au virus du Covid-19? Et le cas échéant, pourquoi nous a-t-on, un certain temps, interdit les plages de notre pays par un beau soleil? Le cas échéant, est-il vrai que certains dispositifs permettent de désinfecter ou de décontaminer efficacement des véhicules, par exemple, grâce à des machines à UV? Et ce, à raison d'une dizaine de minutes pour une efficacité de 99,9%, sauf erreur, bien sûr. Compte tenu du fait que l'hypoxie, voilà le sujet, que l'hypoxie donc est un phénomène au cours duquel l'organisme dispose de moins d'oxygène que ce dont il a besoin, on va prendre juste les cas mineurs, parce qu'on pourrait épiloguer, aller voir dans les
dans les données médicales, bon, ce serait beaucoup plus compliqué, on va faire simple. Comment doit-on comprendre la phrase? C'est ici que je vais essayer de bien vous présenter la question. Donc, première phrase, en tant que barrière posée devant le nez et la bouche, le masque oblige à un effort respiratoire plus important pour obtenir la quantité voulue. Bon, jusque-là, rien de bien méchant, c'est normal, on s'y attend, on a le masque devant la figure. Bon, donc, si comme c'est quand même un peu serré par des élastiques, bon, il y a une difficulté pour avoir l'air voulu, et donc on doit respirer un peu plus fort. Pas de quoi fouetter un chat, me dira-t-on. Enfin bon, quand même, il faudra relativiser. Alors donc, on va comparer cette phrase-là à la suivante. En respirant normalement avec le masque, on dispose de moins d'air que ce dont on a besoin. Ben, euh, ça semble assez logique. Ce sont deux façons équivalentes de présenter la question. D'un côté, pour avoir la quantité voulue d'air dont on a besoin, il faut respirer plus fort. Donc, si on respire normalement, c'est-à-dire moins fort, ben, on n'a pas l'air dont on a besoin. Ah, bon. Alors, finalement, l'hypoxie due au masque existerait-elle ou ne serait-elle qu'une fake news dont souffriraient pourtant de très nombreux étudiants se plaignant de difficultés respiratoires, de céphalées, c'est-à-dire de maux de tête, de vertiges, mais aussi parallèlement d'allergies. Et on ne parlera même pas du risque causé par la formation de champignons tels que l'aspergillus, le fumigitus, ou encore les streptocoques ou les staphylocoques. Ah, j'oubliais, ceci ne concerne donc que la grande majorité de la population. Cela signifie donc que le port du masque soit encore plus problématique pour les personnes déjà atteintes de problèmes respiratoires. Est-ce que le port du masque, pratiquement généralisé, ne constituerait pas un obstacle au développement d'une immunité? Encore une fois, c'est une question. Dans une certaine mesure, en évoquant un comportement excessif, j'ai bien dit en évoquant un comportement excessif, compulsif, répété, réitéré à longueur de journée, je crois que je me suis fait comprendre, hein, n'en irait-il pas de même à propos du gel hydroalcoolique, contre lequel je n'ai strictement rien, hein, disons-le tout de suite. En effet, ne faut-il pas se laver les mains avant chaque pose du masque et lors de chaque retrait, et compte tenu du fait que la durée du port du masque ne devrait pas excéder 4 heures au maximum, 2 heures en milieu hospitalier pourtant aseptisé pour ce qui concerne les chirurgiens, probablement moins encore en milieu fortement fréquenté, pollué, là où l'on manipule de nombreux objets susceptibles d'être contaminés, et encore moins si l'on évolue à l'extérieur et qu'il pleut. Je suis arrivé au bout de ma phrase. Vous voyez que je suis respiré. Le virus dispose-t-il d'un moyen lui permettant de distinguer et de différencier les personnes debout et les personnes assises, en modifiant alors son comportement et en attaquant que les uns et pas les autres? Un internaute à l'humour à fleur de peau a fait remarquer dans une vidéo à prendre évidemment au second degré, hein, you, que le Covid-19 ne se propage finalement pas par la bouche, mais bien par le trou du... Oui, voilà qui me fait repenser au trou de la sécu. Le virus disposerait-il d'horaires particuliers de fonctionnement, variant en fonction des heures d'ouverture ou de fermeture des établissements ou de visite? Le virus aurait-il reçu pour instruction de n'attaquer les individus que directement après l'heure du couvre-feu décrété par les autorités? Le Covid-19 est un virus respiratoire, nous a-t-on dit abondamment. Est-il aussi bien élevé au point de respecter les athlètes bodybuilders en plein effort dans un local fermé, mais pas les personnes qui y entrent ou qui en sortent, raison pour laquelle elles doivent alors porter le masque? S'il est aussi bien élevé, pourquoi ne respecterait-il pas les garçons de café qui servent les consommations, mais bien les personnes qui consomment? Si le virus se propage comme un aérosol par la projection de particules dans l'air, le carouage dans lequel je me suis rendu récemment était-il hors la loi, vu que le port du masque n'y était pas obligatoire? Le virus aurait-il des arrangements particuliers, des conventions spéciales, avec nombre de politiciens qui apparaîtraient en public à visage découvert? La politique est-elle reconnue par l'OMS comme un principe actif, efficace contre le Covid-19? Je n'ai pas dit que c'était le cas, je pose juste la question.
À propos de politiciens, chacun aura sans doute remarqué les difficultés insurmontables rencontrées par le président Emmanuel Macron quant à l'exercice difficile de s'exprimer en public avec le masque et avec un micro. Voilà qui devrait le faire réfléchir quant à la situation des professeurs dans les écoles. Parmi les choses remarquables que nous vivons en ce moment, je constate qu'il y a tous les jours de plus en plus de gens qui se réveillent. Tous les jours, je parle avec des gens, des inconnus, mais aussi avec des collègues, des commerçants, des amis, et on sent très bien que tous comprennent désormais que nous vivons l'accomplissement d'un grand projet de manipulation mondiale. Le Covid-19 aura en tout cas au moins servi à la réalisation d'un gigantesque test de soumission du peuple qui vise ni plus ni moins qu'à la dictature. Une dictature d'abord sanitaire, soi-disant pour notre bien. Dans ce cas, comment serait-il qu'avec toutes les dispositions qui ont été prises, le nombre de contaminations soit à ce point en augmentation? Cela signifierait-il que tous ces sacrifices n'auraient servi à rien? Cela signifierait-il qu'il en faudrait plus encore? Mais cela vise aussi, ensuite, à une dictature politique totale, le contrôle absolu sur l'être humain, et ce dernier est déjà très bien symbolisé par la perte de l'identification de l'individu par le port du masque obligatoire. Alors je vous propose d'y songer au travers du détail suivant que vous trouverez peut-être futile. Si vous utilisez les transports en commun, que vous fréquentez les endroits populeux, est-ce que vous pouvez encore juger visiblement si une fille est jolie ou seulement si elle est bien élégante, bien habillée, qu'elle présente bien? Je parle d'une fille de 18 ans ou moins, n'est-ce pas? Même si elle est mignonne. Bon, non, bien sûr, mais vous pourrez seulement vous faire une idée a priori et vous pourriez avoir des surprises. Avec les masques, nous perdons donc un peu de notre identité, mais nous perdons aussi nos possibilités d'expression. Nous perdons en audibilité et en compréhension. Nous perdons en expression faciale et en sourire. Avec la distanciation sociale, ou plutôt la distanciation physique, nous perdons en faculté de rassemblement. Et soyez-en sûrs, cela sert bien les intérêts de nos gouvernements qui sont parfaitement conscients de ce à quoi ils s'exposent. Est-ce vraiment un hasard si la quasi-totalité de la France a été décrétée en zone rouge à la veille de la manifestation des Gilets jaunes? Naturellement, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Les gestes barrières ont une réelle utilité lorsqu'ils sont associés et qu'ils visent réellement une protection sanitaire. Ce ne sont pas ces gestes barrières qui sont incriminés en tant que tels, mais bien leur proportion en fonction de la réalité de l'épidémie à son stade actuel. Figurez-vous qu'aujourd'hui même, la question a été posée dans RT L'Info de savoir si le nombre galopant de contaminations actuelles ne devait pas être mis en parallèle avec le nombre de dépistages. Voilà encore un sujet déjà maintes fois ressassé par les lanceurs d'alerte. Le fait est que notre porte-parole fédéral, M. Yves Van Latem, a répondu à cette question en abondant dans ce sens. Donc, d'une manière très imagée, il a dit qu'au début de la campagne de dépistage, on ne pêchait que les poissons, tandis que maintenant, on obtenait aussi toutes les crevettes. Eh bien, ça dit bien ce que ça veut dire. Il ajoute toutefois, et ça c'est pour être tout à fait honnête et objectif, que cela n'est pas la seule raison de l'augmentation du nombre de contaminations. À cela, je vais répondre que nos gouvernements devaient être bien conscients de ce que la rentrée des classes, le retour des touristes, la reprise du travail allaient forcément entraîner une augmentation des cas, surtout si le nombre de dépistages augmentait lui aussi. Et comment aurait-il fait autrement, puisque les individus revenant de zones rouges ou subitement devenus rouges devaient impérativement se faire tester? Comment aurait-il fait autrement en tenant compte du fait que le milieu scolaire allait inévitablement rencontrer des problèmes? Il faut se rendre compte de la difficulté rencontrée par nos enfants à supporter ce masque durant toute la journée, quand ils ne doivent pas encore prendre le bus pour aller à l'école et rentrer chez eux, aussi bien à l'aller qu'au retour, si en plus ils ne doivent pas encore traverser une zone de port du masque obligatoire avant de regagner leur domicile, et j'allais oublier aussi la chaleur caniculaire qui peut régner. Il faut tout de même se rendre compte
que beaucoup, par solidarité et aussi par souci de leur propre santé, allaient se faire tester avant de reprendre le travail. Ou bien peut-être pour ne pas reprendre le travail. Ah oui, on l'a dit, les symptômes sont relativement semblables avec celui du rhume ou de la grippe. On revient du travail, excusez-moi, je tousse, est-ce que j'aurais pas le Covid? Je ferais peut-être bien de me faire tester, j'allais voir mon médecin. Attrape un petit peu chaud, est-ce que je n'aurais pas la fièvre aussi? Enfin, pour ça, vous le mesurez, vous prendre le thermomètre. On peut toujours dire qu'on a de la fièvre, hein. C'est descendu entre-temps, mais j'ai eu un épisode fiévreux, docteur. Mais il y a deux choses remarquables entre toutes, et c'est par là que je terminerai. La première est qu'en Belgique, en tout cas, le nombre de décès liés au Covid-19 est à présent en très nette régression, avec seulement 2,7 de moyenne quotidienne, ce qui est extrêmement faible pour un aussi grand nombre de contaminations. Je pense que cela se passe de commentaires, vous devriez comprendre. La deuxième chose remarquable que vous devriez savoir réside dans le fait que, pour ceux qui n'auraient pas encore très bien compris, il est question d'encore serrer la vis et de prendre des mesures encore plus draconiennes. Et certaines ont même déjà touché plusieurs pays. Il est question notamment de dissocier les familles, de mettre encore plus à l'écart nos vieux, nos anciens, nos seniors, mais aussi nos enfants, nos petits, nos têtes blondes, là vous savez, nos progénitures, et même nos nourrissons, et en certains endroits de gré ou de force, avec incursion dans nos domiciles privés, tout dépendant des pays évidemment. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo intitulée « On ne touche pas à nos enfants, on ne touche pas aux enfants ». Je ne résiste pas à ce sujet, à vous présenter cette courte vidéo de Colin Shaw à propos d'un cas survenu au Québec et mettant en scène un bébé de 6 jours avec sa maman. Je vous mets aussi dans le descriptif la référence de cette vidéo d'une dame qui explique très bien ce qui se trame déjà tout autour de nous. De grâce, prenez-en connaissance et faites-vous votre propre opinion. Il y a peu dans une récente vidéo, je vous parlais aussi de l'époque, de l'épilogue plutôt, de l'affaire Dutroux, au cours de laquelle la Belgique avait connu une marche blanche pacifique comprenant environ 500 000 participants. En dépit du caractère pacifique de cette marche, le gouvernement avait tremblé face à la menace bien réelle d'une guerre civile. La gendarmerie avait été dissoute, 2 ministres avaient démissionné, Child Focus avait vu le jour, et pourtant, c'était une marche pacifique. Aujourd'hui, bon nombre d'entre nous se plaignent encore du nombre de moutons. Eh bien pourtant, en ce qui me concerne, je ne me fais pas de soucis à ce propos. Parce que par définition, les moutons sont des suiveurs un peu bêtes et pas méchants. Mais, comme je vous l'ai dit, presque tout le monde comprend aujourd'hui ce qui se passe, même s'ils ne se manifestent pas. Ils attendent simplement que le voisin s'engage pour suivre comme ils en ont l'habitude. Mais à force de tondre les moutons, on finit par attaquer la peau et à les blesser. Et alors, même les plus dociles des moutons peuvent se transformer en loups affamés et impitoyables, et ceux-ci rejoindraient alors les rangs déjà bien fournis des personnes exacerbées par les traitements reçus. Alors, sachez-le, je ne prône en aucun cas la violence. Au contraire, je la décourage, même plutôt. Je crains seulement que par la force des choses, elles viennent bien toutes seules. À ce moment-là, il y aura sans doute une deuxième vague, mais pas celle à laquelle pensent nos gouvernements. Ce sera une vague contre laquelle il n'existera aucun vaccin. Aucun vaccin. Voilà. J'en ai terminé pour aujourd'hui, je vous fixe rendez-vous dans une prochaine vidéo, si tout va bien. Vous savez en tout cas de toute façon que je ne lâcherai pas le morceau ici ou ailleurs. Je me suis laissé dire que bon, il y avait des possibilités chez BitChute ou bien chez Library. Bon ben, le cas échéant, ce que vous pouvez toujours faire, c'est vous brancher sur le site du serpi-officiel.be, rubrique contact, vous m'envoyez un petit mail et je penserai à vous pour vous signaler donc une éventuelle migration. Sait-on jamais? Il arrive parfois, rarement, que des vidéos soient supprimées de cette plateforme. En attendant, moi je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonheur, restez cool, tout va bien, le meilleur va seulement arriver.
Allez, à la prochaine. Salut!